bienvenue. Et s'il existait une stratégie conçue par un ingénieur pour construire l'indépendance financière brique par brique, de manière systématique? Dans cette analyse, on va décortiquer une étape fondamentale d'un système vraiment puissant. Un système qui est fait pour nous faire passer d'un quotidien métro-boulot-dodo à une vie de véritable liberté. Alors, allons-y. Aujourd'hui, on se concentre sur l'étape numéro 6, développer le muscle de l'épargne. Et attention, on ne parle pas juste d'arrêter le café du matin, non. On parle de bâtir une fondation. La fondation architecturale sur laquelle tout le reste du système va reposer. Réussir cette seule étape, développer cette seule habitude, ça peut littéralement changer toute la trajectoire d'un avenir financier. Cette citation, elle tape vraiment dans le mille. Ce tout premier dollar qu'on met de côté en pleine conscience, c'est de loin le plus dur. Pourquoi? Parce qu'il représente un changement fondamental de comportement. C'est l'instant T où un plan financier cesse d'être une idée sur papier et commence à devenir une réalité concrète sur un compte en banque. Nous analysons les 3 stades, 13 étapes vers l'indépendance financière développées par Tamir Khartam. Tamir est l'initiateur et l'architecte de toute cette stratégie. Il est également le créateur de la chaîne YouTube The Golden Path to Financial Independence. Et il est le traducteur officiel en hébreu de l'homme le plus riche de Babylone. C'est ce mélange spécifique d'ingénierie des systèmes modernes et de sagesse financière ancienne qui rend cette approche si puissante. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut absolument clarifier la destination. C'est crucial. L'objectif de cette voie, ce n'est pas la richesse. Du moins, pas au début. L'objectif, c'est l'indépendance financière. C'est un état très précis, calculable, où les revenus passifs arrivent à couvrir les dépenses courantes. C'est ça la première ligne d'arrivée. La richesse, c'est une option, un bonus, pour plus tard, si on décide de continuer la course. Bon, parlons d'une frustration que beaucoup de gens ressentent. On travaille dur, on a des promotions, le salaire augmente, mais à la fin du mois, on a toujours l'impression de faire du surplace. C'est rageant, non? Mais alors, pourquoi? On commence avec ce qui ressemble à un vrai paradoxe. Comment est-ce possible que des gens qui gagnent très bien leur vie soient complètement fauchés et vivent d'une paix à l'autre? Ça semble défier toute logique mathématique. Mais comme on va le voir, la logique n'est pas le seul facteur dans cette histoire. Imaginons un instant ces deux profils. D'un côté, le médecin avec un revenu énorme, mais qui est complètement piégé par un train de vie très coûteux. Et de l'autre, l'enseignant au salaire modeste qui, année après année, sans faire de bruit, se construit un patrimoine conséquent. Qu'est-ce que ça nous dit au fond sur la nature de l'argent? Et voilà, on arrive au point crucial. Le problème fondamental, ce n'est pas le revenu, c'est un problème de rétention. Le succès financier n'est pas déterminé par la quantité d'argent qui passe entre nos mains, il est déterminé par la quantité qui y reste. L'important, ce n'est pas ce qu'on gagne, c'est ce qu'on garde. Alors, pourquoi est-ce si incroyablement difficile de garder de l'argent? La réponse, elle est en nous, dans notre psychologie. Il s'avère que notre configuration par défaut, notre câblage humain de base, est quasiment programmé pour saboter nos propres objectifs financiers. Il existe un principe fascinant, la loi de Parkinson, qui dit que le travail s'étend toujours pour remplir le temps qu'on lui donne. Eh bien, sa version financière, c'est que les dépenses augmentent toujours pour égaler les revenus. On reçoit une augmentation et pendant un mois, peut-être, on se sent bien. Et puis, presque sans s'en rendre compte, hop, on trouve un appart plus sympa, une voiture un peu mieux, du vin un peu plus cher, le style de vie s'ajuste et on est de retour à la case départ. Cette analogie, elle est parfaite pour illustrer le problème. Le revenu, c'est comme la vitesse d'une voiture de course. On peut rouler à 300 km/h, c'est impressionnant. Mais si la voiture ne fait que tourner en rond sur un circuit, elle a une vitesse folle, mais un déplacement nul, zéro. On finit exactement au même endroit avec juste moins d'essence dans le réservoir. D'accord, donc si notre psychologie par défaut nous joue des tours, la simple volonté ne peut pas suffire. Se dire « je vais faire plus d'efforts » est une stratégie perdue d'avance. Ce qu'il faut, c'est un meilleur système. Une sorte de contre-mesure, une astuce d'ingénieur qui contourne notre nature humaine au lieu de se battre contre elle. Et nous y voilà, le cœur absolu de cette stratégie. La plupart des gens fonctionnent avec cette formule cassée, revenu moins dépenses égale épargne. Le souci, c'est que l'épargne, c'est ce qui reste. Et souvent, il ne reste rien. La voie d'or impose une inversion stricte, non négociable de cette équation. Ça devient revenu moins épargne égale dépense. L'épargne n'est plus un reste, c'est la toute première dépense, la plus importante. Ce qui est vraiment puissant ici, c'est la façon de reformuler un vieux cliché. On a tous entendu dire « il faut se payer en premier ». Mais du point de vue d'un ingénieur système, ça veut dire quoi au juste? Eh bien, ça veut dire faire une déclaration d'intention. Je finance le propriétaire d'actifs que je suis en train de devenir avant de financer le loyer de mon proprio, le crédit de ma voiture ou le café du coin. Ok, on a vu le quoi et le pourquoi. Mais concrètement, comment on met ça en place sans que ça dépende de la volonté, qui, on le sait, a des hauts et des bas? Tout se résume à une seule et unique action.
un mandat. Le but réel de l'étape 6, ce n'est pas le montant qu'on épargne, c'est de construire l'habitude d'épargner. La somme, au début, est presque sans importance. Alors voilà comment faire. 1. Commencer petit. 2. Automatiser. Un système qui demande une action manuelle chaque mois est un système qui va échouer. C'est dans sa conception. Il faut mettre en place un virement automatique le jour même où la paye tombe. Et 3. Le rendre invisible. L'argent doit disparaître vers son futur financier avant même que son moi du présent ait la chance de le voir. Bon, cette approche amène forcément une question. Une question logique et difficile. C'est sans doute la partie la plus controversée de toute la stratégie, mais je vous le promets, c'est aussi la plus profonde. La question est excellente, non? D'un point de vue purement mathématique, ça n'a aucun sens. Pourquoi, diable, mettre de l'argent de côté sur un compte qui rapporte peut-être 1%, alors qu'on a une dette de carte de crédit qui coûte 20%? Ça ressemble à une perte assurée. Alors pourquoi ce système le préconise-t-il? La réponse est simple. Nous ne sommes pas des tableurs Excel. Si on était des robots qui fonctionnent à la logique pure, alors oui, il faudrait rembourser la dette à 20% en premier. Mais on est des êtres humains, et ce système est conçu pour des humains. Le principe, c'est qu'il faut d'abord réparer le conducteur, nos habitudes, avant de pouvoir réparer la voiture, notre dette. Il faut d'abord prouver qu'on est capable de générer un surplus de façon régulière, avant de s'attaquer au problème plus large de la dette. Regardons un peu la carte globale pour voir où tout ça s'emboîte. On est là, à l'étape 6. C'est le moteur absolu du stade 2, la construction de la résilience financière. Le stade 1, c'était la fondation psychologique. Maintenant, avec le stade 2, on commence à monter les murs de la forteresse financière, et cette habitude d'épargne, c'est le ciment qui tient tout ensemble. Et remarquez aussi que l'étape 13, l'apprentissage continu, c'est la colonne vertébrale qui soutient chaque étape du parcours. Ok, récapitulons rapidement les points essentiels. Premièrement, la richesse, c'est ce qu'on garde, pas ce qu'on gagne. Deuxièmement, on inverse l'équation, revenu moins épargne égale dépense. Troisièmement, l'automatisation, ce n'est pas une option, c'est la seule règle qui compte. Et enfin, le vrai but ici, ce n'est pas le montant en euros, c'est la victoire psychologique, le changement d'identité pour devenir quelqu'un qui épargne. D'accord, avant de terminer, une pause pour cet avertissement très important. Tout ce contenu est fourni à titre purement éducatif. Il ne s'agit pas de conseils financiers personnalisés et il n'y a aucune garantie de résultat. Il est de la responsabilité de chacun de consulter des professionnels qualifiés et de prendre ses propres décisions en toute connaissance de cause. Et tout ça, ça nous amène parfaitement à la prochaine étape. Une fois que l'habitude d'épargner est bien ancrée, on va prendre ce capital et on va commencer à construire la forteresse financière avec l'étape 7, le fonds d'urgence. Pour une analyse vraiment détaillée de chaque étape par l'architecte du système lui-même, allez voir la chaîne YouTube The Golden Path to Financial Independence. La prochaine action est simple. Pas facile, mais simple. C'est de se connecter à sa banque en ligne et de mettre en place ce virement automatique. Même si c'est une petite somme pour commencer. L'important, c'est de commencer à développer ce muscle. Dès aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine analyse.